Bonjour à tous, merci d'abord de m'accueillir parmi vous pour vous emmener faire un petit détour un peu éloigné du Québec finalement, de traverser l'Atlantique, pour moi la retraverser, et vous parler un peu de ces expériences-là. Mais d'abord peut-être un mot pour vous dire d'où je vais parler, parce que je parle bien non pas de mon expérience propre, mais de celle du CEREMA. Un peu spécifique, c'est un établissement d'État qui dépend de l'État, mais au sein de son conseil d'administration, ce sont les collectivités locales qui sont majoritaires. Et notre travail, et nous, c'est de développer des expertises pour pouvoir accompagner les collectivités locales dans leurs projets. Sur différents champs, le CEREMA travaille sur les questions d'environnement, de mobilité, d'aménagement et de gestion des risques naturels notamment. Mon champ à moi, c'est plus celui de la mobilité, et je vais vous parler d'expériences qui sont mises en place depuis quelques années dans des territoires, beaucoup de territoires de montagne, et puis des territoires ruraux. Et d'abord, je voulais un peu préciser de quoi on parlait quand on parle de territoire peu dense en France. Parce que si on parle de densité de la population, si on compare la densité moyenne en France, qui est de plus de 100 habitants au kilomètre carré, à celle du Québec, qui est, je crois, entre 6 et 7 habitants au kilomètre carré, on ne va pas parler tout à fait de la même chose. Mais si on regarde les agglos, on est dans la même densité de population. Et puis, si on s'éloigne et si on exclut un certain nombre de zones, on reste dans une densité qui, en France, est finalement très, très concentrée sur quelques pôles. Tout ce qui est en vert, c'est des zones qu'on considère à faible densité en France. Donc c'est quand même la majeure partie du territoire français, et les expériences dont je vais vous parler, elles reposent sur ces territoires-là. Et ces territoires-là, ils ont quelques caractéristiques. D'abord, ce sont des territoires de production industrielle, de production agricole, et ce n'est pas seulement des zones résidentielles. Et ça, c'est important quand on parle mobilité, parce que ces territoires, il faut aussi les considérer sous cet angle-là. Ce sont des territoires avec une forte dispersion du système socio-économique, du tissu socio-économique, avec une faible densité de population, ça on s'en doute, et du coup avec des réseaux de transport qui sont relativement faibles. Élément encore particulier, c'est que les collectivités locales dans ces territoires ont peu de moyens humains et financiers. Et quand on parle de politique publique de transport, c'est important de rappeler ces éléments-là parce qu'elles ne se font pas à partir de rien. Elles se font à partir d'institutions qui ont ou pas les moyens de faire ça. Deuxième caractéristique qui peut-être là nous différencie assez fortement entre la France et le Québec, c'est le réseau ferré français. On a la chance en France d'avoir un maillage de réseau ferré assez fin, même s'il est un peu en déperdition sur certains territoires, il reste néanmoins très important. Et si on parle juste des transports régionaux, donc qui touchent la mobilité quotidienne des gens pour les voyages domicile-travail par exemple, là, on a quand même plus d'1 million de voyageurs qui, chaque jour, peuvent bénéficier du train pour se rendre à leur travail sur 680 lignes. Je vérifiais le chiffre parce que je ne sais jamais. Ça veut dire qu'on a beaucoup de dessertes pour ces territoires-là. Et donc l'enjeu parfois dans les territoires ruraux chez nous, il est de rejoindre une gare. Parce que derrière, on a un moyen un peu plus dense d'avancer. Troisième élément, sur ces territoires, c'est l'omniprésence de la voiture, malgré notre maillage en réseau ferré. En France, la voiture, c'est 63% des déplacements en moyenne. Quand on parle des zones peu denses, c'est 80%. Et le différentiel, il est important. Je vous ai mis le graphique qui est finalement la répartition des modes de transport par zone, par territoire. Le plus à gauche, c'est les territoires ruraux. Le plus à droite, c'est les territoires plus urbains, en l'occurrence l'agglomération parisienne. Donc on passe d'une part de la voiture qui est de 80 à 30%. Mais ce qui est intéressant, et à avoir en tête, je le pose là comme une pierre d'attente pour ce que peut-être on dira tout à l'heure, c'est que si vous regardez ces territoires, la part du vélo, c'est la petite barre en bleu, en haut, et bien finalement elle est la même en milieu rural que dans l'agglomération parisienne. Ces chiffres datent de 2000, donc ils ont 5 ans. Néanmoins, on sait bien qu'en 5 ans, on ne passe pas du simple au triple. Donc les tendances, elles restent assez fortes là-dessus. Et ce qui différencie en l'occurrence ces zones, c'est la place des transports en commun et la place de la marche. Donc on a des petits enjeux comme ça que je vous pose sur
comment on va pouvoir faire bouger les choses derrière. Corollaire de ça, c'est qu'on a un suréquipement des ménages en milieu ruraux, suréquipement automobile des ménages, et néanmoins, alors qu'on a peu de solutions, on a 8% des ménages qui n'ont pas d'automobile. Donc ils se retrouvent là complètement dépendants et enfermés dans ces territoires-là et confinés dans ces territoires-là. C'est globalement des territoires où on se déplace moins, parce que la vitesse de déplacement est finalement plus rapide, il y a moins d'engorgement dans ces territoires-là, même si on fait plus de kilomètres. Mais surtout, on a des gens, et ça coïncide avec ce que je vous disais tout à l'heure, dont l'immobilité est forcée dans ces territoires. Et ça touche deux catégories de population, les populations âgées et les jeunes sans qualification. Et donc, il y a un enjeu social extrêmement fort à la question de la mobilité. Ça me semblait important de le rappeler là. Enjeu social aussi, on le retrouve sur les questions de vulnérabilité énergétique. En France, on a la chance d'avoir un réseau de statistiques extrêmement fort et extrêmement outillé, ce qui nous permet d'obtenir ce type de carte-là. L'Institut national des statistiques en France a sorti une donnée sur la vulnérabilité énergétique liée au transport. Ils ont en gros calculé la part de budget que consacrait chaque ménage à l'énergie liée au transport, en l'occurrence l'achat de l'essence. Et ils ont évolué un taux en disant, au-delà de 2 fois le taux médian, on se retrouve en situation de vulnérabilité énergétique, c'est-à-dire que chaque augmentation du prix de l'énergie va mettre le budget du ménage en péril. Et ça permet de différencier les territoires comme ça. Et c'est une donnée extrêmement importante parce que en milieu ruraux, le taux de vulnérabilité énergétique, c'est 30%. En gros, un ménage sur 3 est en situation de vulnérabilité énergétique. En milieu urbain, c'est 4%. Donc ça, c'est une donnée aussi qu'il faut prendre en compte sur la dimension sociale. L'impact environnemental, on l'a parlé, mais là, je vous ai mis une courbe que je trouve très intéressante, qui est issue de la thèse d'Aurélien Bigot, pour ceux qui veulent rechercher ça. Il a essayé de poser l'évolution des émissions de gaz à effet de serre liées au transport. En France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport. 16%, c'est juste la voiture individuelle. Il a essayé de montrer l'évolution de 1960 à aujourd'hui en fonction de 5 critères. Les 5 critères, c'est le besoin de déplacement. En gros, le nombre de kilomètres qu'on fait pour se déplacer. Le deuxième critère, c'est le mode qu'on utilise pour se déplacer. Ce n'est pas la même chose de se déplacer en voiture ou en vélo. Le troisième, c'est le taux de remplissage du véhicule. Et ce n'est pas la même chose si on est 4 dans la voiture ou si on est tout seul, parce que ça va faire plus ou moins de voitures. Le quatrième élément, c'est l'efficacité énergétique. Est-ce que les moteurs qu'on utilise consomment plus ou moins? Et le cinquième, c'est l'intensité carbone de l'énergie utilisée. Ce n'est pas la même chose d'utiliser de l'essence ou de l'électricité. Encore, tout ça dépend de comment est produite l'électricité. Si elle est produite par une centrale au charbon, ça va être pire que de l'essence. Si elle est produite par de l'éolien, on ne va pas avoir le même l'impact carbone. Et donc, il a mis sur une courbe les effets de ces 5 facteurs. Depuis 1960, on a 2 facteurs qui se sont améliorés. L'efficacité énergétique et l'intensité carbone de l'énergie utilisée. C'est les courbes en bleu et vert en bas. On a 2 facteurs qui sont dégradés. C'est le mode de transport et le taux de remplissage, c'est-à-dire qu'on se déplace plus en voiture que dans les années 60 et nos voitures sont moins remplies qu'avant. Mais il y a un facteur qui a explosé, c'est la ligne en rouge, c'est le besoin de déplacement. C'est-à-dire que toutes les solutions techniques qu'on va pouvoir imaginer, penser, développer, etc., finalement vont jouer assez peu quand on voit que la courbe d'émissions à effet de serre suit assez fidèlement la courbe de besoin de déplacement. Donc si on ne joue pas sur la question des besoins de déplacement, on réduira avec difficulté les émissions de gaz à effet de serre liées au transport. Un dernier petit élément pour fixer les idées. Sur ce graphique, là, c'est un travail qui a été fait autour de la région de Toulouse. On a essayé de quantifier les émissions de gaz à effet de serre par territoire et rapportées à l'individu. Par territoire, on voit que c'est la proche périphérie qui va émettre le plus de gaz à effet de serre liés au transport. Mais si on le rapporte à l'habitant, alors on est dans la situation, dans la ligne du haut, eh bien, ce sont les périphéries les plus éloignées qui vont être plus émissives. Pourquoi ? Parce que
Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. On utilise plus de voitures, on fait plus de distance et on n'a pas de solution alternative. Dernier élément de contexte pour caractériser d'où je vais parler, c'est une évolution institutionnelle. Et ça, c'est extrêmement important quand on parle de politique publique liée au transport. En France, on a une loi qui a été votée en 2019. Cette loi, elle dit qu'il faut qu'aujourd'hui, il y ait sur tout le territoire français une autorité organisatrice de la mobilité. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une institution qui soit responsable de la question des mobilités locales. Avant, c'était juste obligatoire dans les grandes et moyennes agglomérations. Le reste du territoire, on n'était pas obligé de la faire. Ce qui nous donne la carte au début 2020, tout ce qui était en blanc, c'était des territoires où il n'y avait pas d'autorité organisatrice de la mobilité locale. On est début 2023, les nuances de couleur, c'est parce qu'on est en France, donc on met une loi, puis après on met plein d'exceptions. La différence, c'est qu'on pouvait choisir, soit c'est la région qui devient autorité organisatrice de la mobilité locale, soit c'est les communautés de communes. Il y avait un choix possible, ce qui explique les différences de couleur. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, tout est couvert. Et ça a des conséquences, parce que quand vous avez une institution qui est responsable d'une question, elle va s'en saisir. Derrière, elle va peut-être embaucher des gens pour porter cette question-là. Et un fonctionnaire, il est fait pour fonctionner. Donc vous lui donnez un objectif, il va mettre en œuvre des choses, et puis au fur et à mesure, ça fait boule de neige. Et il y a des conséquences très concrètes. L'autre jour, il y a 15 jours, je discutais avec des chargés de mission mobilité dans des petites communes de montagne. Et ils me disaient, on n'a jamais vu autant de recrutement dans les collectivités de chargés de mission de mobilité. Jamais. Certains étaient là en poste depuis très longtemps. Ça, c'est une conséquence directe d'un changement institutionnel qui a rendu certaines collectivités responsables de la question de la mobilité. Et derrière, du coup, ça a déclenché la mise en œuvre de postes dédiés à la mobilité et donc des politiques publiques derrière. Je vais évoquer rapidement lesquelles. Ça, je passe rapidement, c'est pour vous dire qu'on a mis une loi pour clarifier, mais que ça reste extrêmement complexe et que la question des mobilités locales, elle est finalement très large, c'est-à-dire que les autorités organisatrices de la mobilité, elles ont en charge à la fois la planification de la mobilité, à la mise en œuvre de services, les services étant entendus au sens large, c'est-à-dire des transports collectifs, favoriser les modes actifs, le covoiturage, l'autopartage, y compris la logistique. Donc on a des choses extrêmement larges. Tout ça pour me résumer en disant, sur ces territoires, on a un enjeu social, un enjeu environnemental, un enjeu économique, de développement local. Et en face, on a la voiture comme le premier vecteur. On a des AOM qui sont récentes et des collectivités qui ont peu de moyens financiers et une difficulté à massifier les flux. Donc quand on m'a demandé de dire finalement quelle est la solution à la question de la mobilité dans les zones peu denses, je suis désolé d'être venu d'aussi loin pour vous dire ça, mais en fait, la solution n'existe pas. Donc peut-être on peut avancer la pause et puis prendre un peu de temps de discuter, mais comme je m'en voudrais d'être venu d'aussi loin juste pour ça, je vais vous dire que si la solution n'existe pas, des solutions existent. Et ces solutions, elles sont même foisonnantes en fait. Mais simplement, il faut bien penser qu'une seule solution, on ne la trouvera pas en tant que telle. On va en trouver de nombreuses en fonction des différentes situations. Moi, je vous propose un carrefour des solutions pour l'instant avec 4 embranchements que je vous propose d'examiner rapidement à partir d'exemples territoriaux. Le premier, il est peut-être contre-intuitif au départ, c'est de densifier l'usage de la voiture. C'est-à-dire qu'on a des voitures qui circulent. On a vu que le taux de remplissage, c'était quelque chose d'important, donc on va essayer de les remplir, ces véhicules qui circulent. Donc pour ça, on va mettre en place du covoiturage, du transport d'utilité sociale ou de l'autopartage. Certaines diapos, je vais passer très vite parce que ça sera redondant avec ce qu'on a déjà dit avant, pour essayer d'avancer un peu plus sur d'autres où il y a peut-être des choses à dire et des choses en résonance avec ce qu'on s'est dit ce matin. Le covoiturage, nous, on le prend au sens extrêmement large. Ça va de l'autostop à des applications qui permettent de faire rencontrer l'offre et la demande de covoiturage, à des lignes de covoiturage extrêmement structurées. Et le covoiturage en France, il a le vent en poupe.
C'est-à-dire qu'on a un plan national de développement du covoiturage et on a des collectivités qui vont financer le covoiturage pour le développer. Un exemple de ces collectivités, je vous emmène au pied des Alpes, à Grenoble, dans le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Donc un territoire, 650 000 habitants, on a le cœur urbain qui est très dense, et puis derrière, on a des vallées alpines. Là, ils ont mis en place une batterie de solutions liées au covoiturage, 3 services de covoiturage différents. Le premier, c'est mCovoit Pouce. Là, on est sur quelque chose qui correspond plus ou moins à de l'autostop, un peu organisé, un peu formalisé, parce qu'on a mis en place des arrêts spécifiques, on a mis en place des panneaux d'annonce et des boutons pression. Donc vous arrivez, vous avez la liste des villages dans lesquels vous pouvez éventuellement vous rendre, vous appuyez sur le bouton, les gens s'arrêtent ou pas, on est sur de l'autostop un peu plus formalisé. Le deuxième, c'est mCovoit Rendez-vous. Là encore, on est sur quelque chose d'assez classique, une application qui fait rencontrer l'offre et la demande. Particularité, mCovoit Rendez-vous s'adresse aux salariés des entreprises et essaye de regrouper les demandes liées aux zones d'emploi. Autre particularité, c'est financé par la collectivité. C'est-à-dire que pour le covoitureur, chaque fois qu'il prend un passager, ça lui rapporte 2 €. Pour le passager, les 6 premiers mois, ça ne lui coûte rien, c'est financé par la collectivité, et au bout de 6 mois, ça va lui coûter 1 € le voyage. Donc on a quelque chose qui se veut accessible, moins cher qu'un ticket de bus, enfin voilà, des choses qui permettent d'essayer de le développer. Et puis la troisième, la plus innovante, c'est mCovoit Plus. Là, l'idée est de se dire, on va réfléchir le covoiturage comme une ligne de transport collectif. Donc on va définir des lignes, en l'occurrence, il y en a 4 définies sur l'agglomération grenobloise. En général, on sait qu'il y a des flux assez massifs dessus, et on va recruter des conducteurs, entre guillemets, pour leur dire, voilà, vous prenez cette voie-là, donc vous pouvez éventuellement remplir vos sièges de véhicules, ça va vous rapporter de l'argent. Il faut des éléments de motivation parfois, et celui-là marche malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, vous laisserez choisir particulièrement bien. Donc pareil, on est sur 2 € du passager. Pour le passager, ça ne va rien lui coûter. Et donc on a une application, on arrive au point de rendez-vous, on dit, voilà, je suis sur telle ligne, je vais à telle distance. Le conducteur qui, lui, part de chez lui, allume son application et sait qu'il va pouvoir prendre 1 ou 2 personnes en passant à tel arrêt ou à tel arrêt. Et le système se veut efficace et donne une garantie aux passagers parce qu'il garantit la prise en charge dans les 15 minutes. Si dans les 15 minutes en heure de pointe, 7h, 9h, 17h, 19h, si dans les 15 minutes, vous n'êtes pas pris en charge, alors le système vous envoie un véhicule pour vous transporter. L'idée, c'est de dire, un taxi en l'occurrence, et c'est la collectivité qui paye. L'idée, c'est de dire, on va vraiment essayer de massifier les gens, de les faire tester, de leur montrer que ça peut fonctionner, qu'il y a une forme de sécurité, comme s'ils prenaient un transport en commun, même si c'est du covoiturage. Le succès est encore inégal sur les 4 lignes. On a une ligne qui fonctionne très bien, les trois autres plus ou moins bien, elles se cherchent encore un équilibre. Néanmoins, c'est un modèle qui tend à se développer dans d'autres villes en France et qui est assez efficace pour toucher le périurbain. Deuxième forme de covoiturage pas inintéressante, c'est le transport d'utilité sociale. Là, on est sur un public visé très spécifique, population âgée, population en précarité, qui n'ont pas de solution pour se déplacer. Et là, c'est une association qui va prendre la main, avec des bénévoles qui vont conduire les bénéficiaires dans leur propre véhicule pour aller à un rendez-vous médical ou pour aller faire des courses, et qui, derrière, recevront un défraiement kilométrique dont le montant est limité par la loi. 0,35 € du kilomètre, pour ne pas faire concurrence au taxi, pour rester dans quelque chose qui reste comme ça. Là, je vous emmène en Lorraine, dans le sud toulois et le pays de Saint-Ouen, donc on est en milieu rural. Et là, c'est une association qui gère ça, l'association Famille Rurale. Donc ils ont 24 conducteurs bénévoles pour 114 bénéficiaires. 75% des bénéficiaires sont des retraités. À peu près la même proportion des bénévoles sont aussi des retraités. On a en fait un jeu entre jeunes retraités qui en général sont les bénévoles conducteurs et retraités les plus anciens qui eux en général sont les bénéficiaires. Et là, c'est quelque chose qui fonctionne très bien en milieu rural parce que
Il y a des besoins spécifiques, on le disait, au niveau de la contrainte en termes de mobilité pour les personnes âgées. Et puis, ça crée du lien social aussi. Donc, c'est aussi un effet assez intéressant. Je passe rapidement sur l'autopartage. Vous connaissez le concept, vous savez comment ça fonctionne. Juste pour vous dire que ça fonctionne aussi en milieu rural. L'exemple, c'était dans le parc naturel des Grands Causses. Là, il y a peu de véhicules en service, mais l'intérêt, c'est que les véhicules qui ont été mis en service, ce n'est pas des véhicules qui ont nécessité un investissement particulier, ce sont les collectivités, c'est des véhicules de service en fait. Des collectivités qui se disent, mais moi j'ai des véhicules de service parce que parfois j'en ai besoin, mais la plupart du temps, elles ne tournent pas en fait, ces véhicules-là. Donc comment on fait pour les partager finalement? Et donc c'est non seulement un service qui est proposé par la collectivité, mais qui met en œuvre ses propres véhicules qui les met en autopartage. Donc c'était aussi un moyen intéressant. Deuxième voie, adapter les transports en commun. Là encore, on sait que les transports en commun nécessitent une certaine densité de population pour pouvoir fonctionner. Mais il y a des choses qui peuvent être mises en place. Dans les petits bourgs, là je vous emmène en Alsace, 11 000 habitants, on est dans le massif des Vosges. Et sur ce territoire-là a été mis en place une petite navette électrique, 12 places. L'idée est de la faire fonctionner un peu dans le centre et puis sur quelques équipements qui sont un tout petit peu en dehors du centre. Donc en gros, on va rejoindre la gare, le petit hôpital de Saverne, la piscine et le collège et le lycée. En gros, on va tourner comme ça. Et l'idée est de dire, bah voilà, on a la commune emploie 2 chauffeurs qui tournent et le véhicule électrique tourne. Ils ont 2 navettes qui tournent comme ça. Et il est possible en plus en moment de forte densité d'accoler les 2 navettes, ce qui fait un service de 24 places. Donc petite solution avec un coût. Mais néanmoins, c'est un choix qu'a choisi de porter cette collectivité-là sur la navette urbaine. Deuxième solution, là on est sur des cars plus classiques. Je mets juste en avant ça. On est de nouveau, on est entre Lyon et Grenoble là. Je mets en avant ça pourquoi? Parce que les transports et les cars, il y a beaucoup de lignes en France parce qu'il y a toutes les lignes scolaires. Obligation de scolarité, donc obligation de proposer un mode de déplacement pour que les enfants se rendent au collège ou au lycée. En fait, ce sont des cars qui tournent et qui parfois ne sont pas pleins. Donc, depuis quelques années, il y a eu l'autorisation de faire monter dans ces cars-là des gens qui ne sont pas des scolaires, sous réserve qu'ils payent leur ticket. Mais donc, on a des cars qui pouvaient tourner à 40-50% de remplissage, qui du coup sont un peu plus remplis, parce que quand vous pouvez les utiliser. Il y a même d'autres pistes qui peuvent être utilisées avec ces cars-là, parce qu'ils tournent avec des soutes vides. Donc parfois, pour de la petite logistique, on peut aussi utiliser des cars qui tournent pour faire arriver un certain nombre de produits. Donc l'idée, c'était de dire, là encore, on peut densifier les choses. Et puis finalement, on parlait des facteurs de changement ou pas. Ces cars-là, je ne vais pas m'étendre là, on pourra en discuter dehors si vous le souhaitez, à la pause, sont devenus un véritable enjeu politique. On a des lignes express qui se sont mises en place en reliant différentes zones d'activité sur des circuits de près de 50 km en passant par le centre-ville. Et il y a une vraie pression à la fois de la population, mais aussi des entreprises qui disent « mais nous, on veut qu'ils tournent, on veut qu'ils dessertent nos zones d'activité. » Donc, finalement, même si la collectivité voulait réduire la voilure sur ces cars-là, elle ne pourrait pas parce que la pression est telle qu'elle est obligée de les tenir. Le transport à la demande, je passe rapidement parce que c'est une solution qu'on connaît, qui fonctionne bien en milieu rural. Pourquoi aussi? Parce qu'en France, il y a la possibilité pour les collectivités de conventionner avec des compagnies de taxi pour gérer le transport à la demande. Donc finalement, il n'y a pas d'investissement. Il n'y a qu'un coût de fonctionnement. Donc c'est aussi intéressant pour les collectivités parce que ça limite finalement le coût d'entrée dans le dispositif. La troisième voie, faciliter les modes actifs. On en a déjà pas mal parlé, on a vu qu'il y avait d'autres bénéfices
connexe à celui de se déplacer, à utiliser les modes actifs. On a parlé du facteur des enjeux d'aménagement et puis du système de location de vélos. Aurore, ce matin, nous disait en France, 46% des déplacements, elle disait 50, voilà, on est à peu près à ça, font moins de 3 km. C'est vrai, et en même temps, il faut le relativiser parce que quand c'est compté comme ça, on oublie que c'est des boucles de déplacement. C'est-à-dire quand on prend sa voiture pour un déplacement de 3 km, c'est peut-être que juste derrière, on va en faire un autre de 10, et puis juste derrière, un autre de 2, on connaît tous ça. On va prendre la voiture, on va emmener les enfants à l'école, après on va aller au travail, après on va peut-être en revenant faire des courses. Et donc se dire, finalement, la moitié des déplacements pourraient se faire autrement qu'en voiture, c'est pas vrai. Néanmoins, on a une proportion beaucoup plus forte que les 2% de part modale du vélo en France. Il y a une tension entre les deux. On ne peut pas dire 50%, on peut tout faire à vélo, ce n'est pas vrai. Par contre, on peut en faire. Un de mes collègues, Mathieu Rambaud, a fait un travail spécifique là-dessus, sur ce que pourrait être la part modale du vélo en France. Il estime qu'avec un vélo classique, donc en excluant tous les déplacements liés aux courses, tous les déplacements liés de ce type-là, on pourrait prendre 13% des modes de déplacement. Et avec un vélo à assistance électrique, on arrive à 26%. Pourquoi ? Parce qu'avec un vélo à assistance électrique, on va plus loin. Et puis, on franchit les obstacles topographiques. Et moi qui travaille sur des régions de montagne, on voit bien ce que c'est beaucoup plus facilement. Et puis, on a un facteur psychologique aussi. On se dit qu'on ne va pas arriver au travail en sueur avec la possibilité ou non de prendre une douche en arrivant. Et donc, c'est beaucoup plus souple. Donc, on a un vrai enjeu à soutenir ces modes actifs. Comment ça marche ? Je ne reviens pas, on a parlé d'aménagement, on a parlé de sécurisation des trottoirs, de limitation de la vitesse. Et juste cette petite carte pour vous montrer qu'en fait, on peut avoir des vrais changements en fonction des aménagements qu'on met en place. Cette petite carte, elle est centrée autour de la région de Tours. Donc on est dans le centre de la France. Le vert au milieu, c'est le centre urbain. Donc là, on a 69% des gens qui nous disent, parmi les modes de déplacement qu'on utilise, on a la marche. OK. Plus on s'éloigne, on voit qu'on est plutôt en orange ou en rouge, donc le taux diminue. Sauf un endroit, là, on a le bassin de vie de Loches, qui est une petite ville qui, sous réserve, fait 6 à 8 000 habitants. Donc on est plutôt sur de la petite ville. Mais là, ils ont mis en place une politique volontariste pour la marche, avec du fléchage, avec l'indication des temps des distances, non pas en kilomètres ou en mètres, mais en temps. En mettant, la mairie, là, c'est 5 minutes. L'école, c'est 2 minutes. On voit quand même qu'on a une différence notable sur... donc, ça a un effet d'aménager et ça a un effet de mettre en place des choses un peu incitatives autour de la marche. Même chose pour le vélo, je vous passe, on sait bien que effectivement les pistes sécuritaires, ça joue. Et puis moi, je voulais juste vous parler d'un système qui est celui de la location de vélo. Deux types de location de vélo. Vélo en location libre-service, qu'on connaît en milieu urbain, et puis le vélo en location longue durée, où là, on a en France des collectivités qui disent moi, je vais acheter des vélos et je vais les mettre à disposition pour un coût modique de location pour 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, pour que les gens puissent tester les choses. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait que pour franchir le cap de passer à autre chose, il faut tester. Et en fait, on constate que ça a un réel effet, qu'on ne touche pas les mêmes personnes avec la location en libre-service et la location longue durée. La location libre-service, on touche déjà des personnes plutôt convaincues et qui utilisaient déjà d'autres modes alternatifs à la voiture. En location longue durée, on touche plus des gens qui découvrent l'outil. Ça marche très bien en milieu rural. Là, je vous emmène en Ardèche, petite communauté à 120 km de Montpellier. Et là, ils ont mis en place un système. Donc, il y a 19 vélos à disposition du public en location longue durée, 7 qui sont pour le personnel des communes, c'est-à-dire qu'ils se mettent aussi eux-mêmes à faire utiliser ça à leurs agents. Et on constate qu'au fur et à mesure des années, je vous ai mis les recettes liées à la location, finalement, elles augmentent avec les années. Et on constate que les gens choisissent de louer plutôt pour 6 mois que pour 2 ou 3 mois. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment tester dans la durée avant d'investir. Là, en l'occurrence, ce sont des vélos à assistance électrique. Avant d'investir, au regard du coût que coûte.
du coût des vélos à assistance électrique. Quatrième voie, celui du management de la mobilité et de la démobilité. Elle est essentielle parce que vous vous rappelez la jolie courbe que je vous ai montrée. Si on n'agit pas sur les besoins de mobilité, alors on va au-devant d'un certain nombre de difficultés. Et donc pour ça, il va falloir travailler avec les employeurs, il va falloir permettre de tester et sensibiliser à ces questions-là. Une des choses qu'on peut faire quand on travaille, c'est travailler avec des employeurs multisites. On a beaucoup d'employeurs qui ont plusieurs sites de production ou de services. Et on a par exemple une entreprise en France qui s'appelle 1 km à pied, il y en a d'autres, qui vont travailler avec les employeurs, qui vont regarder où habitent leurs agents, où ils travaillent, et qui vont leur faire remarquer que peut-être on pourrait, pour un même poste, pour un poste similaire, ils pourraient faire travailler leurs agents plus proches et donc limiter les besoins de déplacement des agents. On va aussi travailler avec les entreprises sur des plans de mobilité d'entreprise qui deviennent obligatoires pour les entreprises au-delà d'une certaine taille et donc qui vont pouvoir permettre de faire avancer les choses. Et puis, il faut effectivement favoriser le changement de comportement, mais ça, on en a déjà parlé ce matin. Et puis, il faut tester. Et là, je vous emmène dans la commune de Crolles. Donc, on est dans une vallée alpine entre Grenoble et Chambéry, où là a été mis en place une opération de test du vélo à assistance électrique qui s'appelle Crolles-en-Selle, qui prend plusieurs éléments. Ils ont déjà fait une prime à l'achat de vélos à assistance électrique en fonction du revenu. Ils ont mis en place une opération de découverte du vélo cargo. L'idée était de dire, permettons aux gens de tester avant d'investir, leur montrer que ça peut être utile à la fois pour transporter les enfants, pour transporter les courses, etc. Donc c'était la mise à disposition gratuite pendant 15 jours de vélos cargo pour que les gens puissent tester ce système. Et puis il y a eu un pack vélo solidaire. Là, l'idée, c'était de toucher la population la plus précarisée et de leur dire, on vous met à disposition pendant 3 mois un vélo à assistance électrique. Vous avez en même temps un abonnement au réseau de bus, puisqu'il y a un petit réseau de bus sur ce territoire. En même temps, on vous met en place un box sécurisé à proximité des habitations pour que vous puissiez ranger votre vélo, parce qu'en général, ils habitent dans des immeubles dans lesquels il n'y a pas de possibilité de ranger le vélo. Et en même temps, quand on vous remet le vélo, on vous fait un atelier de remise en selle pour réapprendre finalement à utiliser le vélo à assistance électrique, sa puissance, etc. Donc ça, ça a été mis en place en 2002. Ça a touché une quinzaine de bénéficiaires dans un premier temps, puis 6 ou 7 juste après, pour permettre ce test-là. Deuxième test qu'ils viennent de mettre en place cette année, parce qu'ils avaient des constructions de logements et donc des arrivées de nouveaux habitants. On dit, OK, vous venez d'arriver, selon votre revenu, on fait la même chose. 1 mois de test de vélo à assistance électrique plus abonnement de bus, ou 3 mois des deux, en leur disant, vous changez de logement, changez de mobilité. On rejoint ce que nous disait Jérôme ce matin en disant, profitons de facteurs déclenchant de changement de comportement pour dire en même temps vous pouvez changer de mobilité. Vous venez de déménager, c'est l'occasion de tester d'autres choses. Et donc l'idée était de profiter de ce changement-là. Dernière, mais là je vais passer vite parce que c'est l'importance de communiquer, sensibiliser. Et donc ça c'est tout le rôle des éléments d'animation pour arriver à des éléments de conclusion, en toute humilité à partir de ces exemples-là, sur quelques clés de réussite de ces projets en milieu rural. Première clé de réussite, c'est qu'il faut inscrire son action dans une stratégie globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir sur allez, j'ai envie de tenter ça, allez, j'ai envie de tenter ça. Il faut vraiment construire son diagnostic, il faut définir des objectifs, définir un plan d'action derrière et mettre en place un travail de concertation tout le long du processus pour pouvoir avoir quelque chose qui va fonctionner derrière. En France, on a un outil qui s'est mis en place autour de ça qui s'appelle le plan de mobilité simplifié, vraiment destiné aux zones rurales, qui permet de planifier tout ça. Je vous emmène dans le sud-ouest de la France, dans la communauté de communes de la Vallée de l'Homme.
ainsi nommé en raison de ses richesses archéologiques, et notamment du site de Cro-Magnon, où les restes d'un de nos ancêtres Homo sapiens ont eu un peu de succès dans la dénomination de ceux-ci. Et bien là-bas, ils ont mis en place un plan de mobilité simplifié assez intéressant, donc diagnostic très fort, repérage des pôles générateurs de mobilité, des services existants, etc. Derrière, un plan d'action qui se définit en 4 axes: transport collectif, mobilité active, nouvelle mobilité. Par nouvelle mobilité, c'est covoiturage, autopartage, etc. Et démobilité. Donc on retrouve finalement ces 4 carrefours ces 4 embranchements que je vous proposais tout à l'heure. Et puis des actions déjà mises en œuvre beaucoup plus spécifiques, comme un plan cyclable du territoire. Je vous ai mis la carte tout en haut. Et en nous montrant ça, en montrant ces 4 actes, il nous donne une deuxième clé de réussite. La deuxième clé, c'est de se dire qu'il faut penser en bouquet de services. Donc vous oubliez mon joli carrefour des mobilités. Là, en fait, c'est une erreur. Il ne faut pas penser comme ça. Il ne faut pas penser carrefour. Il faut penser tout ensemble, parce que jamais un seul mode ne remplacera la voiture individuelle. On n'aura jamais la souplesse de la voiture individuelle, le sentiment de liberté, le sentiment de rapidité, le confort personnel, enfermé dans sa petite boîte à mettre la musique qu'on veut. Donc, on ne remplacera jamais. Par contre, il faut s'appuyer sur ces différents services et penser un bouquet global et collectif pour pouvoir offrir une alternative à la voiture individuelle. Ça, c'est ce qu'ils ont fait dans le pays de l'Arbre. Donc là, on part tout au nord de la France, à la limite de la Belgique. Là encore, petite collectivité, ils ont seulement 3 villages qui font plus de 1000 habitants, tout le reste c'est moins de 1000 habitants. Et là, ils ont mis en place un bouquet de services extrêmement large, avec des éléments autour du vélo, à la fois de la location en libre service, y compris en milieu rural, de la location longue durée. Ils ont 20 km de pistes cyclables, 7 itinéraires cyclables fléchés. Ils font la promotion du covoiturage. Ils ont des voitures en autopartage, dont certaines font 9 places. Ça veut dire que ça sert aussi aux parents les mercredis après-midi ou les samedis pour emmener les gamins des clubs de foot ou des clubs de basket faire leur match, parce qu'à 9 places, effectivement, on peut emmener plus de monde. Ils ont des opérations de transport solidaire et ils ont des véhicules, ouais, j'ai dit, transport solidaire, je crois que j'ai fait à peu près le tour, et ils ont des aides à l'achat de vélo aussi. Et tout ça, en plus, ils le rendent visible avec 7 stations de mobilité. Et ces stations de mobilité, ce sont des endroits où on retrouve les différents services. Et ça m'amène à la 3e clé de réussite de ces projets, c'est qu'il faut permettre l'intermodalité et associer les services. Permettre l'intermodalité, effectivement, puisqu'on propose un bouquet, il faut pouvoir passer simplement d'un mode à l'autre et de manière sécurisée. C'est-à-dire que si j'arrive avec mon vélo, il faut que je puisse le déposer dans un endroit où je peux le laisser en toute sécurité, qu'il soit à la fois protégé des intempéries, éventuellement dans un box fermé, enfin des choses qui permettent ça. Et puis, il faut aussi enrichir l'intérêt et l'expérience des usagers par d'autres services. Là, je vous emmène faire un tour en Bretagne. On est dans la commune de Luitré-Dompierre, petite commune à une 60aine de kilomètres de Rennes. Et là, ils ont mis en place une aire de mobilité spécifique qui va comprendre des vélos en libre service, des stationnements pour le covoiturage qui permettent de laisser sa voiture quand on va reprendre une autre voiture en covoiturage, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des véhicules en autopartage, plus un certain nombre de services. Ils ont mis en place au même endroit une aire pour les camping-cars. On est en Bretagne, il y a une dimension touristique qui pouvait être intéressante, ils l'ont mis au même endroit. Et puis ils ont mis sur cette aire-là d'autres services. Ils ont mis une station de lavage auto, et puis une laverie automatique, grosse capacité, qui manquait dans le village. Donc, des services nouveaux, et pour pouvoir les faire fonctionner, ça fonctionne en plus avec des jetons qui sont achetables dans les commerces du centre-bourg, pour faciliter aussi le lien entre cette aire de mobilité et le centre-bourg. Et puis à côté, il y a aussi un potager partagé un verger partagé qui va être planté pour donner cet espace un lieu de vie. Mais on peut penser aussi à d'autres services. Il y a d'autres territoires
dans les Alpes, par exemple, qui mettent en place des conciergeries sur les parkings des gares, où vous pouvez du coup récupérer des choses que vous commandez par Internet, des paniers de fruits et légumes, voire même vous laissez votre voiture le matin avec vos pneus d'été, puis vous la reprenez le soir avec vos pneus d'hiver, et entre-temps le service. Donc ça veut dire que c'est une quatrième clé, parce qu'il faut que j'accélère pour conclure, c'est qu'il faut développer les partenariats. Et les partenariats dans tous les sens. Les partenariats institutionnels, parce qu'il y a plein de niveaux de collectivités qui ont des compétences différentes qu'il faut associer pour pouvoir fonctionner. Les partenariats avec les acteurs privés, mais aussi les partenariats avec les acteurs et les citoyens. Et il faut s'appuyer sur eux. Et un exemple, l'aire de mobilité de L'Huîtré-Dompierre dont je vous parlais tout à l'heure, elle n'est pas née de la volonté d'un élu, elle est née de cafés citoyens, dans lequel les élus travaillaient avec les habitants pour dire comment on rénove le centre-bourg, comment on le redynamise. Et c'est issu de ça qu'est née la station de mobilité et qu'est née une vraie dynamique autour de ces questions-là. Cinquième clé, communiquer pour faire connaître l'existant. Parce que quand on travaille dans la mobilité, on a l'impression que tout le monde connaît les offres existantes sur le territoire. En fait, ce n'est pas vrai. La plupart des gens ne les connaissent pas, y compris les élus ne les connaissent pas, et un certain nombre de décideurs non plus. Donc il faut toujours communiquer, et puis il faut aussi sensibiliser pour faire changer les comportements, donner à voir d'autres choses, se dire que on a l'habitude de voir des voitures, donc voir plein de voitures c'est normal, par contre voir 2 vélos ou 3 trottinettes, là on a l'impression que c'est plus possible, on est envahi, enfin qu'est-ce que c'est que ce truc-là, mais 150 voitures autour de nous, c'est tout à fait normal. Donc, c'est changer le regard par des aménagements temporaires, par des fermetures temporaires à la circulation ou des choses de cet ordre-là. Ça permet de re-questionner aussi les choses et d'amorcer des éléments de changement de communication. Et puis, pour conclure, je voudrais terminer par ça. Pour faire vivre tous ces projets, il faut des êtres humains, en fait. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, en tout cas en France, nous, on promeut beaucoup la solution du MAS, donc mobilité améliorée par association de services, comme on dit maintenant en bon français, c'est-à-dire mettre en place des plateformes dans lesquelles on va pouvoir avoir à la fois l'information sur les différentes modalités de déplacement, la possibilité d'acheter son billet, potentiellement en post-paiement, etc., etc. C'est très bien, ça marche aussi en milieu rural. Simplement, si on n'a pas d'être humain pour faire fonctionner ça, ça ne fonctionnera pas. À la fois, il faut des êtres humains dans les institutions pour les faire fonctionner. Il faut des êtres humains pour gérer les partenariats institutionnels. Il faut les êtres humains pour gérer les relations à travers les entreprises ou à l'intérieur des entreprises. Et il faut des êtres humains pour gérer les relations à travers les usagers. Et je voulais en fait conclure par cette dimension-là, parce que j'ai le sentiment que c'est aussi ce qu'on porte, nous, là. Et l'intérêt de cette rencontre, c'est bien qu'on est tous des êtres humains et qu'on a la chance, et j'ai la chance d'être là, donc je le mesure pleinement, qu'on n'est pas juste des interfaces par écran interposé. Et c'était aussi finalement une manière de, à la fois vous rendre hommage dans le travail que vous menez au quotidien pour porter les choses, de rendre hommage au travail d'Accès Transport Viable dans ce qu'il porte sur la capacité d'être des hommes et des femmes qui vont porter des projets pour changer les mobilités. Et en fait, c'est aussi une responsabilité qu'on a chacun d'entre nous en tant qu'être humain, d'être un levier pour changer la mobilité dans les zones peu denses comme dans les zones urbaines. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Alexandre. C'était franchement un bel éventail de possibilités. Puis on a déjà plusieurs questions du public. Je vous invite à vous présenter au micro pour poser vos questions. Dans le fond, Alexandre, j'irai avec une première question parce que, moi, j'ai eu un peu chaud là, quand tu as dit que la conférence était finie. J'étais comme, what? Mais je crois qu'on a bien compris le point qu'il n'y a pas une seule solution, mais un carrefour et finalement un bouquet de solutions. Comment les usagers peuvent se retrouver là-dedans? Est-ce qu'à quelque part, il n'y a pas l'enjeu de la confusion? Il y a quelqu'un qui posait, oui, c'est ça, la personne qui est amenée à se déplacer entre les différents territoires, est-ce qu'à quelque part, ce bouquet de solutions est difficile finalement à communiquer? C'est effectivement l'un des enjeux. Il faut effectivement réussir à communiquer, mais on rejoint ce que nous proposait Jérôme ce matin.
il faut effectivement réussir à faire changer les comportements à partir de ça. Et donc pour ça, il faut effectivement faire tester. Puis il faut peut-être proposer des solutions finalement personnalisées. Un marketing spécialisé, je crois qu'Accès Transport Viable a fait ça il y a une dizaine d'années autour du projet Mon Plan, si mes infos sont bonnes. C'est-à-dire comment on va voir chacun des usagers en disant « Ok, vous habitez où? Vous allez où? Quelles sont les solutions qu'on peut vous proposer et comment on peut passer de l'un à l'autre ?» Et puis, il y a la question de l'incitation, y compris financière, et l'augmentation du prix du pétrole et donc du coût de carburant va aussi permettre à amener les gens à réfléchir différemment. Et on voit en France l'évolution du covoiturage est étroitement liée à l'augmentation du prix du pétrole. Et si je n'avais pas peur d'être iconoclaste, je dirais qu'il est encore pas assez cher en raison, si on prenait en compte les externalités négatives du pétrole, et si on les faisait payer au juste coût, on se poserait les questions vraiment différemment. En effet. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions sur la transposition de votre expérience au Québec. Il y en a deux en particulier. Il y a quelqu'un qui demande à quoi ressemble la législation des transporteurs en France entre les compagnies, le taxi, le transport bénévole, parce qu'il y a des limites au Québec en lien avec ça. Puis je joins à ça aussi la question des montages financiers de la mobilité durable en France, donc la proportion du financement de l'État, des collectivités, des utilisateurs. Vaste question. Vaste question. Sur ce dernier point, en France, on a la possibilité pour les autorités organisatrices de la mobilité de lever une fiscalité spécifique qui s'appelle le versement mobilité auprès des entreprises de plus de 11 salariés en proportion du nombre d'employés qui permet de lever une ressource. Mais elle est liée à la condition unique de mettre en place un transport collectif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lever du versement mobilité juste pour mettre en œuvre des solutions de mobilité active, par exemple. Néanmoins, c'est un levier qui est assez utilisé et qui a, alors comme toute fiscalité, elle provoque un certain nombre de réticences. Elle a aussi un effet derrière, c'est que les entreprises vont dire « Ok, mais du coup, moi, entre guillemets, j'en veux pour mon argent. Vous mettez en place une fiscalité, il faut que le service proposé, il serve mes salariés. » Et donc, ça pousse aussi à la roue les institutions pour mettre en place des solutions qui permettent de vraiment travailler sur la mobilité domicile-travail. Après, le poids entre les recettes liées au transport collectif des usagers et le versement, ce que paye le budget des collectivités, il est très différent selon les territoires. J'ai un de mes collègues qui a fait une étude là-dessus. Ça va vraiment de 30% du coût qui est pris en charge par... On va rarement au-delà de 40-50% du coût pris en charge par les usagers, mais ça va de ça à 0 parce qu'on a des collectivités qui ont mis en place la gratuité. Donc on a un coût différentiel. Et en termes de prise en charge de l'État, l'État va plus, lui, travailler sur tout ce qui est infrastructure nationale, la région sur tout ce qui est infrastructure régionale, et puis l'AOM sur tout ce qui est infrastructure locale. Et l'État va néanmoins mettre en place des politiques incitatives. Alors parfois, il va débloquer là c'est le cas, on a un plan ruralité de 90 millions d'euros sur 3 ans pour les territoires ruraux. Donc l'État dit, bon, moi je vais aider un certain nombre de projets dans la limite d'une enveloppe définie, et ça sert un peu de booster ou d'amorçage derrière. Il y avait... Non, j'ai répondu aux deux questions. Ben, l'autre question, c'était plus sur les responsabilités. Je ne l'ai plus, mais c'est les responsabilités. Puis est-ce qu'il y a des limites en lien avec le... Avec les taxis et puis les systèmes... Puis même le fait d'avoir des bénévoles transporteurs. Nous, en tout cas, il y a des contraintes au Québec. Mais il y en a aussi en France. Elles ont évolué grâce à la loi 2019 qui a permis de débloquer un certain nombre de choses. C'est pour ça que dans le transport d'utilité sociale, donc transport par des bénévoles de bénéficiaires, le défraiement est limité à 35 centimes d'euros par kilomètre pour justement dire aux taxis, on ne vous fait pas concurrence. On a certains territoires qui limitent le transport à la demande, par exemple, à 1 fois par semaine, en disant, voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser tout le temps parce que ça permet de limiter.
Je vous ai dit qu'il y avait possibilité pour les AOM de conventionner avec des compagnies de taxi. Dans ce cadre-là, c'est l'AOM qui va payer le taxi. Le bénéficiaire lui va payer le même prix qu'un ticket de métro. Il y a encore des tensions, hein, il y a encore des frottements, il y a encore des choses qui sont à caler. Il faut beaucoup expliquer, mais on s'aperçoit qu'en expliquant beaucoup, en travaillant en partenariat justement avec les taxis, on arrive à débloquer des situations. Et puis en termes d'assurance, on a maintenant des assurances qui font des dispositifs spécifiques justement pour les conducteurs bénévoles qui prennent en charge un bénéficiaire. Et en général, dans le transport d'utilité sociale, c'est une association qui gère et c'est l'association qui va prendre en charge le coût de l'assurance supplémentaire. OK. Merci pour ces précisions. On a une question au micro. Allô? Oui. OK. Dans la même lignée, j'ai eu un éclair quand vous parliez de ça, dans le fond. Avec le transport adapté, c'est quoi la relation? Nous, le transport adapté, c'est le transport pour les personnes handicapées, là, de besoins vraiment très, très spécifiques. Le transport collectif au Québec, c'est beaucoup bâti autour des places disponibles dans les véhicules là, sur ce modèle-là. Est-ce qu'en France, on a quelque chose à peu près semblable où les deux sont assez autonomes? Je sais pas quoi. En fait, la question est un peu bizarre parce que je ne sais pas si ce modèle-là il est aussi séparé en France, là, adapté et transport en commun. Oui, il est quand même assez... On a vraiment le transport spécifique pour les personnes en situation de handicap qui va être un outil spécifique. Et puis les autres types de transports qui vont quand même, qui sont tenus à permettre l'accès aux personnes en situation de handicap quand c'est possible. Mais parfois, il faut changer le modèle de bus pour que ça fonctionne. Enfin voilà, on a quand même deux systèmes adaptés. Et d'ailleurs, comme souvent en France, on a deux institutions différentes qui sont responsables de ces questions-là. C'est-à-dire qu'en France, la mobilité, je vous ai dit, c'est la communauté de communes ou la région, mais les personnes en situation de handicap, c'est le département. Donc c'est l'échelon qui est entre les deux. Donc on a des partenariats qui peuvent se développer, mais comme on a des institutions différentes, on a aussi des solutions qui sont différenciées. Merci. Donc, la pause va être prise dans à peu près 4 minutes. S'il y a une autre personne qui veut se présenter au micro, mais je vois que vous nous envoyez aussi des questions. Il y a quelqu'un qui se demandait si vous avez des données chiffrées sur l'efficacité et le taux de remplissage des véhicules à la suite de l'utilisation de la plateforme le M-Covoitlink Plus. Alors, j'ai pas les chiffres là. En tout cas, le système fonctionne, c'est-à-dire, entre guillemets, du point de vue de la collectivité, c'est-à-dire que ils ont assez rarement à déclencher la venue d'une automobile en heure de pointe pour venir pallier à l'absence d'un covoitureur. Donc de ce point de vue-là, ça fonctionne. Après, il n'y a pas encore de chiffres spécifiques et de comptage spécifiques qui permettraient de repérer que le taux de remplissage globalement a augmenté à l'intérieur de toutes les voitures. En revanche, le service organisateur a lui des données sur l'augmentation du nombre de conducteurs et l'augmentation du nombre de passagers. Je les ai pas là, mais ils existent et ils peuvent se trouver. Merci, je lis les questions en même temps. Il y a quelqu'un qui nous demande, c'était des chiffres passés, est-ce que les chiffres sur les taux de déplacement en voiture sont en auto-solo ou ça incluait le covoiturage? C'était tout système en voiture, donc ça incluait le covoiturage. OK. Quand on avait les données jusqu'à l'agglomération parisienne. Oui, c'est ça. Okay. C'était tous les déplacements en voiture, c'était des gens qui disaient « je me déplace en voiture », qu'ils soient conducteurs ou passagers. Passagers, ça marche. Et il y a quelqu'un qui pose une question sur l'aspect... Ah, j'ai quelqu'un au micro, mais sur l'aspect sécuritaire par rapport au service de covoiturage. Est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité? Puis il y a une mention de l'autostop aussi. Oui. Alors, la question de sécurité, elle est toujours présente comme partout. Néanmoins, on remarque que c'est plus une crainte que quelque chose d'effectif. Moi, je n'ai pas connaissance de problèmes particuliers liés spécifiquement au covoiturage et de personnes qui se seraient trouvées en situation délicate, encore moins quand on est sur des applications où finalement on connaît le conducteur et le passager. Donc on retrouve, s'il y avait un problème, on est en capacité de retrouver très vite qui est monté dans quelle voiture et qui conduisait qui. Donc là-dessus. Et puis l'autostop, il faut dire que chez nous, en zone de montagne, c'est quelque chose qui est déjà beaucoup pratiqué de manière informelle naturellement.
Pourquoi? Parce qu'on a une route qui fait toute la vallée et que naturellement, il y avait une pratique de ça. Donc le formaliser un peu plus n'amenait pas un changement radical. Au contraire, ça donnait à voir quelque chose qui existait. Merci. Il y a une question au micro. Ce serait notre dernière question, donc votre mot de la fin. Oui, bonjour, Louis Lalonde de chez Vélo Québec. D'emblée, superbe présentation. Je suis impressionné, notamment la portion de l'intermodalité est venue beaucoup me chercher. Je me demandais, et je fais un pont avec ce qui a été dit ce matin, donc là, on a beaucoup offert des nouvelles options de déplacement, on les a intégrées pour faciliter la mobilité. Néanmoins, est-ce que dans ces initiatives-là, on a eu des mesures pour décourager l'usage de l'auto, pour ne pas développer un système de mobilité qui serait parallèle à celui de l'auto qui est déjà en place? En d'autres termes, est-ce qu'on a retiré des mesures qui favorisaient l'auto dans ces milieux-là? Non. Alors, il faut dire qu'on est en milieu, pour le coup, rural, donc l'auto à la place, mais il y a un peu de la place pour tout, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que il va être difficile de mettre en place des obstacles au milieu de la route départementale pour décourager. Il n'y a pas de congestion, en gros. C'est la vraie difficulté. C'est-à-dire que on n'est pas comme en ville où on peut dire, bah oui, mais si vous prenez votre voiture, vous allez perdre du temps, vous allez être dans les embouteillages. Là, c'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de mesures de ce type-là qui ont été mises en France. Encore moins, Aurore ce matin évoquait l'épisode des Gilets jaunes. Maintenant, en France, on est très, très frileux à tout ce qui peut toucher le fait de mettre une entrave quelconque à la voiture en milieu périurbain ou peu dense. Alors, on veut bien soutenir tous les autres modes. Et soutenir le covoiturage, c'est bien, parce qu'en plus, on dit que la voiture, c'est bien, donc ça permet de continuer à avancer. Mais on est quand même assez frileux là-dessus. Et malgré tout ça, est-ce qu'on arrivait à observer un transfert modal? Est-ce que ça s'opérait quand même, ou on avait une stagnation assez rapide de l'usage de ces alternatives? On n'a pas, nous, suffisamment de recul pour mesurer ça. La plupart des exemples que je vous donnais, à part quelques-uns, mais qui existaient depuis longtemps, ils sont finalement relativement récents. Ils ont 3, 4 ans, donc on n'a pas de données, on n'a pas fait... alors le CEREMA, parmi ses nombreuses activités, est un grand spécialiste des enquêtes mobilité. On n'a pas d'enquête mobilité spécifique sur ces territoires-là pour avoir suffisamment de recul pour mesurer ça. Ce qu'on peut mesurer, c'est est-ce que ça fonctionne ou pas. Je vous parlais de Luitré-Dompierre, les voitures en autopartage. Sur un an de fonctionnement, elles ont été utilisées 200 jours. C'est plutôt pas mal pour un service qui débutait. Le vélo en location en libre-service, ça tourne en moyenne à 50 locations par mois. Donc là encore, ils sont au-delà de ce qu'ils projetaient. Sans doute pas encore au point de vérifier un vrai report modal. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette conférence très inspirante.